Merci de nous rejoindre évidemment dans les GG sur Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. On continue le débat, mesdames et messieurs, dans un instant avec évidemment notre invité. Vous le voyez déjà à l'écran, c'est bien sûr Benoît Curtis. Il est architecte et urbaniste. À la fois, on essaye justement de comprendre comment combattre l'urbanisation anarchique. La recette d'un expert, on essaie de comprendre ce matin, mon cher Tamba, avec notre invité qui est déjà avec nous dans cette émission. Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce un expert? Ah oui. Je crois que c'est un expert et on le saura tout à l'heure. Lamine, on pose bien la problématique de l'urbanisation anarchique à Conakry, en Guinée. Les populations, on le dit souvent, précèdent l'État sur les services, sur l'ouverture et sur l'urbanification. Les gens s'organisent comme ils peuvent. Les mairies sont dépassées. Les départements apportent des solutions qui ne se suivent pas d'actes. Va s'en suivre plus tard une autre problématique, la question du domaine en Guinée, la question du cadastre. Il y a tout à faire. Et donc, nous souhaitons poser la question ce matin, en particulier sur les aspects des marchés, puisque le débat est parti de là, la gestion des ordures, donc leur évacuation en particulier. On parlait également des centres récréatifs, mais aussi des cimetières, leur gestion et tout ce qu'il y a ensuite, les lieux de culte. C'est donc un ensemble de questions que nous souhaitons aborder ce matin en termes de constat, mais aussi en termes de solutions, et c'est cela le sens de cette formulation, la recette d'un expert, bien Benoît Curtis, qui est donc là, est architecte et urbaniste. Il est spécialisé avec une contribution aux projets urbains. Il est directeur des études à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. J'ai longtemps personnellement entendu parler de lui parce que c'est un maître de mes frères, Samuel, Ézéchiel, ils sont nombreux, justement, qui nous écoutent d'ailleurs ce matin. Monsieur Curtis, bonjour. Mohamed Mara, est-ce que vous pouvez activer son micro, s'il vous plaît? Voilà. Bonjour Tamba. Et voilà. Comme on dirait, c'est une bon. Un exercice? Non, pas un exercice, une aubaine d'être là. Ok. Parce que la ville, faut toujours en parler. Ouais. La ville n'a pas de limite, elle croît sans cesse. Ouais. Et sa croissance a besoin chaque jour de solutions et de réponses. C'est comme la population. Elle ne stagne pas, elle croît. Dans cette croissance, il faut apporter des réponses. Alors, une question, peut-être deux réponses. C'est quoi un architecte, c'est quoi un urbaniste? Non, un architecte, c'est celui qui conçoit les bâtiments. Tandis que l'urbaniste, il est chargé d'organiser, de planifier la ville. Bien. Mais l'urbaniste vient avant l'architecte. Bien. Voilà. Bien. C'était une question piège, mon cher ami. C'était pour tester. Alors, on est parti d'une réflexion hier. Et on vous la pose tout bonnement. Y a pas de problème. Pourquoi les Guinéens et les Guinéennes préfèrent les abords des routes pour leur marché? Pourquoi il n'y aurait pas d'endroit spécifié, organisé, structuré, un endroit viable pour l'activité commerciale en Guinée? Ok, bon. Vous savez, en matière d'urbanisation, nous avons deux. On dirait l'urbanisation ordonnée et l'urbanisation désordonnée, qui est beaucoup plus appelée dans le sens de l'urbanisation anarchique. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, pour urbaniser, il faut planifier. Et pour planifier, il y a plusieurs secteurs dans la planification en matière d'urbanisme. Sans quoi cela ne serait pas possible. Ouais. Vous savez, en matière d'urbanisation, il y a une analyse à faire. Ouais. Sans analyse, on ne peut rien faire. Ouais. Mais dans cette analyse d'urbanisation, il y a ce qu'on appelle la planification. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un langage qui est trop tenu en Guinée, où on dit que la population est en avance sur l'État. C'est un truc que je ne crois pas trop. Ok. Voilà. Parce que l'État est plus fort. Ben oui, l'État est plus fort, mais voilà. Tamba, pardon, c'est Roby qui évoquait cela, à dire il y a certains quartiers où on a pris le devant pour essayer carrément, je vais pas dire pas de se confondre en État, c'est-à-dire quand vous partez, je prends Tombolia par exemple, pour peut-être édifier un petit peu ce que je vais dire, c'est que on a ce qu'on appelle les lotissements. Oui. Voyez-vous ce que je veux dire? Souvent, les gens viennent, ils font des lotissements sans même peut-être l'aval même du ministère. Et puis après, l'État vient après. C'est dans ce sens que les gens parlent souvent que l'État vienne après. Donc c'est un peu dans ce sens en fait. Mais sur ce sens,
qui donne le permis. Vous savez, même si on fait une lotisation, ou bien un lotissement plutôt, dans ce sens, celui qui construit a droit à un permis de construire. Ouais. Donc si on t'autorise le permis, cela veut dire qu'on t'autorise à t'installer. Mais si on refuse le permis, on dirait que ce n'est pas légal. Même souvent ça, mais c'est les chefs de quartier, enfin, vous savez un peu comment ça se passe. Non, hein, on sait comment ça se passe. Ouais. C'est pourquoi je dis, quand on parle d'urbanisation anarchique, ce n'est pas seulement l'occupation qui est anarchique, mais la manière d'octroyer les documents, les papiers, déjà, tout ça, ça cause problème. Mais est-ce que le fait que lorsque vous avez envie d'acquérir un terrain, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, le seul document qui puisse exister, parce que tout simplement, je suis d'accord avec la mine, l'État vient toujours en arrière, parce qu'il faut quand même qu'il y ait le titre foncier, c'est ce que je dis, le terrain soit viable. Mais on en est arrivé où on ne te présente que le plan de masse, et les gens prennent le plan de masse, au vu du plan de masse, achètent le terrain. Et donc le reste des documents suivent après, ce qui fait que les gens viabilisent l'espace avant même que l'État ait donné l'autorisation. Une viabilisation par installation, tacitement. Tout ça, on peut l'appeler urbanisation anarchique. Je vous donne un exemple. Je suis venu à Conakry en 1987 de la Côte d'Ivoire. Conakry se limitait à Tombo, à Kakimbo. C'était la seule voie. Pourquoi n'avons pas nous planifié? Lambaye, c'était une forêt, c'était une brousse. Il n'y avait pas d'occupation, mais le ministère de l'urbanisme et de l'habitat existait. Et il y avait un autre qui disait que la terre appartient à l'État. Je peux dire que nul n'est plus fort que l'État. Quand vous prenez d'abord Conakry, Conakry a 12 cités qui appartiennent à l'État. Donc c'est pour dire que dans le désordre, on peut mettre de l'ordre. Parce que tous les maux que vous constatez à Conakry aujourd'hui, problème d'électricité, problème de gestion des ordures, problème de délinquance, problème d'occupation des routes, des espaces, sont dus à l'urbanisation purement anarchique. La densification du logement. Mais comment mettre de l'ordre justement dans ce sens-là? Non, mettre de l'ordre, c'est de faire une analyse urbaine. Je donne un exemple. L'État a 12 cités, parce que la ville est dominée par le logement. On peut récupérer ces cités qui appartiennent à l'État, proposer des logements collectifs, même si on ne va pas plus haut. Pour donc reloger. Non, revoir le logement. C'est-à-dire construire des logements durables. Donc, adapter dans cette durabilité. On peut refaire déloger et loger afin de résoudre le problème de Conakry. Donc déguerpir. Non, déguerpir parce que c'est différent. Mais je comprends très bien en fait. Voilà, parce que souvent, quand tu parles de reloger. Non, déguerpir c'est péjoratif. Quand on déguerpir quelqu'un, on ne donne plus un coin où aller. Ouais, mais quand on refait parce que ces cités, voilà, ces cités appartiennent à l'État. Mais vous constatez qu'aujourd'hui, on fait de ces cités une propriété, leur domaine. Donc quand vous prenez Sangoya, il y a même d'autres qui ont fait un immeuble parce qu'ils étaient des anciens ministres. Mais bien sûr. Il y a les anciens dignitaires du régime Lansana Conté qui ont fait leur domaine. Donc on peut refaire. On peut refaire tout en... Prenons le cas de Corentin par exemple. C'est un quartier que je connais bien. Mais quand vous rentrez dans le système d'urbanisation de Corentin, il n'est pas seul, il y a beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, il y a eu un phénomène qui est arrivé. L'État peut proposer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester durablement dans cette situation. Parce que n'oubliez pas que l'urbanisation anarchique a un impact dans l'éducation de nos enfants. Regardez nos jeunes enfants. Après l'école, n'ont pas là où aller. Là où ils logent, n'ont pas d'espace pour eux. L'espace qui peut les accueillir, c'est dehors. Et la ville, le dehors aussi, a son éducation. Et j'aime à le dire, la ville doit éduquer sa population. La ville est constituée de 4 systèmes, quand on analyse bien. Vous avez le bâti, le parcellaire, le système des espaces libres et le système viaire. Mais le 4e, si ça n'existe pas, c'est un désastre. Un clair? Un très grand désastre. Ce 4e là, c'est quoi au juste? Les espaces libres, la mine a fait, peut-être chacun de nous a voyagé. Les espaces libres publics, les parcs, les jardins, les trucs, les aires de jeu, tout ça. Espace de respiration. Donc, bon, je vous donne un exemple. Vous voyez j'ai dit ça une fois, vous voyez où se trouve l'hôtel Noun. Lorsque Kaloum a été conçu, parce que Kaloum c'est le pôle d'urbanisation ou d'extension de la ville de Conakry. Ça a été bien conçu, mais malheureusement c'est que les îlots sont très longs et ils n'ont pas prévu d'espace, des jardins publics à l'intérieur. Par contre, là où se trouve l'hôtel Noun, c'était le jardin des malades, à côté de Niasdine, pour permettre aux malades, parce que c'est un peu philosophique. Lorsqu'un malade sort de son lit d'hôpital, il traverse la route,
il va se reposer en bordure de mer, il y a l'espoir qu'il pourrait être guéri. Mais aujourd'hui, on a mis un hôtel. Ouais. Et ça cause problème aujourd'hui. Bien. Benoît Curtis, il est architecte et urbaniste ce matin. Notre invité. Allez-y, mon cher Roby. Aujourd'hui, pour ce plan d'urbanisation, ou pour permettre à Conakry d'être désengorgé, comme je le disais hier, non seulement les privés construisent des maisons, mais de manière à ne pas respecter les plans, les normes, parce qu'en bordure de mer, vous pouvez voir banalement un immeuble de 8 étages ou 10 étages, des fois 10 étages, se soulever, ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'il faut envisager aujourd'hui l'élargissement de Conakry et faire même jusqu'à Kindia, une nouvelle ville complètement entre 36 et jusqu'à Kindia pour que Conakry puisse être désengorgé? Bon. Pourquoi pas chercher à gagner en hauteur plutôt qu'en superficie? Mais en hauteur où? Bon, moi je dirais que avant d'aller plus loin, il faut créer l'ordre à l'intérieur. Conakry est une presqu'île, une ville littorale. Hein? Et la plupart des villes littorales sont les plus grandes capitales dans le monde. N'oubliez pas que Conakry était prévu pour être la perle de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire l'une des plus belles capitales de l'Afrique de l'Ouest à cause de ses littoraux. Sa structure, les corniches là, vous voyez? Donc, bon, d'après mon analyse, les corniches ont été placées pour mettre une limite entre la ville et le littoral. C'est-à-dire c'est une barrière qu'il ne fallait pas franchir par la construction afin de permettre aux gens de Conakry de mieux se divertir. Ouais. J'ai même écrit quelque chose là-dessus. Je dis rendre le littoral à sa population. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le littoral ou les littoraux étaient des espaces prévus pour permettre à la population de Conakry de mieux se divertir. Ouais. Mais la construction ne devait pas franchir. Ouais. Quand vous venez de part et d'autre, mais je dis c'est pas le pauvre qui occupe le littoral. C'est ceux qui ont les moyens qui occupent le... Dans ce cas, le littoral est devenu privatisé. Son accès devient difficile aujourd'hui. Payant, si on peut le dire. Donc, cela veut dire quoi? On empêche à la population de Conakry de se divertir, de respirer. À nos tout petits, on les cloître entre les bâtiments de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. Donc en clair, on aurait dû avoir 4 grandes autoroutes. Il y a des normes dessus. 4 grandes autoroutes. Il est écrit à partir de 100 mètres, le toit on ne doit pas construire. Est-ce que vous comprenez un peu? On devait construire par après. Mais de nos jours, il y a l'hôtel Kamain, le pays hôtel. Ils l'ont détruit. Il est bien arrivé après. C'était un ancien. Donc ils ne sont pas allés sur le littoral. Ils ont occupé derrière. Il y a l'espace. Voilà, afin d'aménager le littoral, afin que la population puisse aller. Bon, moi je me suis dit que tous ceux qui ont construit, vous voyez un peu le désordre, d'où vient le permis. Et pourtant, dans les règles d'urbanisme, il est interdit de construire. Donc aujourd'hui, ça cause problème. Vous parlez de pollution. Quand vous prenez le réseau d'assainissement de la ville de Conakry, Kaloum, ça existe, mais il est vétuste. Mais de nos jours, dans nos différents quartiers, ça n'existe pas. Ceux qui construisent, où ils évacuent les eaux. Regardez un peu l'aspect de l'eau de mer. Quand vous êtes proche, la couleur est grise. Mais quand vous êtes loin, la couleur est bleue. Ça veut dire beaucoup de choses. Allez, l'œil d'un expert ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, comment on règle quand le tableau il est dessiné comme ça, comment on règle la question de nos littoraux? Comment rendre ça à sa population alors qu'on sait que des immeubles y sont et pour la plupart qui appartiennent à d'anciens présidents, à d'anciens ministres, à de grands hommes d'affaires. Non, même les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Et vous allez à Dakar tout près, on comprend bien ce que vous décrivez sur Dakar. Mais comment rétrocéder ça à la population pour son bien-être? Bon, moi je dis, il y a deux choses. Voilà comment le tableau se place. Vous avez la ville, le littoral et la mer. Pour résoudre ce problème, il faut résoudre à l'intérieur. Lorsqu'on résout à l'intérieur de la ville, on peut résoudre l'occupation anarchique du littoral. Parce que jusqu'à preuve de contraire, quand vous regardez Conakry, tout est purement anarchique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect des plans d'occupation au sol. Chacun fait ce qu'il veut et la ville est désordonnée. Et lorsque la ville est dans cet état, ça cause problème. Mais la meilleure des choses, c'est de résoudre l'intérieur. Quand on résout, on peut résoudre le littoral. Mais il y a aussi... Comment l'intérieur? Est-ce qu'on passe par la casse? L'intérieur.
comme on le dit, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Quand vous prenez les grands pays, je prends le cas de la France, lorsque le baron Haussmann a prévu de refaire Paris, ils ont détruit beaucoup de logements. Plus de milliers de logements. Ouattara le fait aussi. Non, Ouattara, là je suis né là-bas, je sais comment ça se passe. J'ai passé 15 ans en Côte d'Ivoire, je voyais comment le président Houphouët était en train de faire Abidjan. De nos jours, c'est vrai, tout n'est pas aussi, mais ça reste quand même quelque chose. Mais nous, on avait débuté, mais on a abandonné. Parce que quand vous prenez ces sites, par exemple, la SIG, la cité SIG, c'était la société immobilière de France. Mon père a été un des magasiniers de cette société. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a retroussé cette société à la Guinée, regardez un peu, faites une analyse. Le marché Madina a tendance à rentrer dans la SIG Madina. Et pourtant, la SIG appartient à l'État guinéen. Et souvent, quand je discute avec mes amis, je dis l'État n'est pas pauvre. Regardez en ville, les gens commencent à vendre les terrains. Pourquoi l'État ne se met pas à la place de ces gens en récupérant, en reprenant et en rendant la ville, en la restructurant, en la rendant viable. Cela permettait à la population de mieux vivre. Maintenant, ce littoral qui est là, si la corniche ou les corniches étaient placées pour créer une barrière, si on a franchi les barrières, mais prenons ces mêmes corniches-là, amenons-les devant. Ouais. Et voilà. Quand vous dites amener devant, ça veut dire qu'il faut faire du remblai, récupérer un peu sur la mer? Pas du remblai, parce que le littoral aussi a des êtres. Vous allez dans beaucoup de pays, on peut le faire sur pilotis. C'est-à-dire, on met des poteaux, on fait une route, afin que les gens puissent utiliser le bas. Mais l'objectif, c'est quoi? Ces corniches étaient placées parce que quand vous allez vers le palais du peuple, quand vous tournez, vous voyez la mer. Ça fait un plaisir. Mais après ça, vous avez l'impression d'être dans un tunnel de logement de part et d'autre. On ne voit même plus la mer, la cité ministérielle. C'est la même chose. Maintenant, quelle solution on peut apporter? Mais déplaçons les corniches. Faisons les routes en bordure de route. Ça peut apporter... En bordure de mer. En bordure de mer plutôt. Ça peut apporter beaucoup de réponses à la mobilité de la ville de Conakry. Je m'explique. Quand je prends du port de Conakry jusqu'à Kabylie, je fais une route là, en bordure du littoral. Voire même jusqu'à Dubreka. Jusqu'à Dubreka, je fais le sens inverse. La corniche sud, j'amène jusqu'au kilomètre 36. Je pense que ça serait une des solutions de la mobilité urbaine de la ville de Conakry. Lutter contre les embouteillages. Parce que ces embouteillages ont un impact sur le développement économique de la Guinée. Aucun Guinéen ne travaille 8 heures. Sans oublier que ces nouvelles routes-là pourraient être des routes à péage. Bien sûr. Et par conséquent, non seulement dont le coût d'investissement va être rapidement amorti, mais va engranger énormément d'argent. Tamba me faisait observer hier, on discutait, on a découvert qu'il y a des pays dans la sous-région dont les péages rapportent à l'État plus que nos mines. Mais bien sûr. Plus que nos mines ne nous rapportent à nous ici. Les péages rapportent à l'État sénégalais plus que nous, nos mines. Voilà. Pourquoi ne pas penser à ces solutions? Par exemple, en installant un péage du côté de Moussodougou, ce péage peut permettre de financer les projets routiers dont on parlait. Bien sûr. Parce que Kaloum, c'est un lieu où il y a obligation d'y aller. Forcé. Pour des milliers de personnes, et obligation de sortir pour des milliers de personnes. Donc par jour, c'est beaucoup d'entraînement. Mais à Kaloum, ils ont fait une bêtise. Je loge à côté. C'est pas si vous avez bien regardé. Il y a toujours un balai de remorques et de camions, de citernes. Ce n'est pas bien réfléchi. Ce n'est pas bien réfléchi de la part de nos autorités. Vers le port malien? Non. Vous avez l'échangeur du pont 8 novembre, le jardin, jusqu'à la mosquée Faïsal, après le centre culturel français, là où il y a le lac, là où ils ont mis le nouveau port. Vous voyez, c'est là où les remorques sortent. Ils n'ont pas bien analysé. L'accès de Kaloum, c'est comme un entonnoir. Bien. Vous avez évoqué tout à l'heure en début d'émission. La question là est importante. Normalement, la sortie de ces camions-là devait s'opérer où? Parce qu'on est tous quand même, on remarque tous que c'est bizarre. Tous ces véhicules-là sortent au niveau du palais. Et on sait que c'est pas là-bas. Mais normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Le lieu, regardez très bien d'abord. Les citernes, à partir de 18h, 19h, c'est comme on appelle une file ou bien un balai de citernes qui viennent de conteneurs. J'ai même fait une publication là-dessus. D'abord, ça empêche la mobilité à Kaloum, la sortie de placement, mais en matière de sécurité. Parce que Kaloum, n'oubliez pas, c'est là où il y a le président. Les conteneurs qui viennent, qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas. Mais en même temps, ça a un impact négatif sur la mobilité. C'est-à-dire, il faut oser pour développer un pays. Les corniches que nous avons, ce n'est pas pour ne rien.
si on ne peut pas mettre de l'argent, que ces citernes-là empruntent les nouvelles routes qu'ils amènent, ou à défaut, réhabiliter le chemin de fer qui existait, permettre à ces conteneurs autres-là de se déplacer. D'être récupérés, par exemple, à Kabele. C'était ça le plan, voilà. je me rappelle. Mais ne pas les permettre d'y aller. Oui, le fameux port sec, c'était ça le plan, c'est-à-dire qu'on devait les récupérer. Il faut réhabiliter ce chemin de fer. Aujourd'hui, quand vous regardez, parce que ce que nous avons oublié, la ville est une histoire. Et lorsqu'on parle que la ville est histoire, elle ne s'est pas développée hasardement. Cette ville a un noyau de développement. Justement, parce qu'en évoquant cela, vous avez parlé tout à l'heure des années 87, 89, je me souviens, enfin, vous avez dit tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait un scénario en ce qui concerne le zonage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ce qui n'a pas été respecté, d'où ce problème aujourd'hui? Non, ça n'a pas été respecté. Sinon on ne serait pas... Parce que vous savez, en matière de croissance urbaine, il y a ce qu'on appelle les pôles de croissance et les lignes de croissance. D'accord. La ligne de croissance, c'était l'autoroute. Mais en même temps, les corniches. On pouvait bien développer la ville. C'est ce qu'on appelle en matière d'urbanisme, il faut planifier la ville. Lorsqu'on ne la planifie pas, c'est le désordre qui s'installe. Mais dans le désordre aussi, on peut créer l'ordre. Autrement, il n'y a pas eu d'études sectorielles. Non, j'ai dit que s'il y a eu, mais ça n'a pas été appliqué. Ah, ben d'accord, ok. Voilà. Moi, j'ai quand même un moyen. Le fameux plan. Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, je me demande quand même, pour un État qui a des ressources aussi faibles, sur le plan financier, comment structurer de tels projets? Parce que ce que vous soulevez, ça c'est le rêve. Nous-mêmes qui ne sommes pas des spécialistes, nous rêvons tous, on se le dit tout le temps, nous rêvons tous d'une corniche qui va de Dubrika, peut-être même de Tanéné, et jusqu'à Mafereya. C'est possible. Et en le faisant, nous savons tous que Conakry va radicalement changer. Mais cela, c'est pas quelque chose qui va se faire avec 2 ou 3 milliards de dollars. Alors, il faut nécessairement un État fort qui en ait les moyens. Et je sais que l'État guinéen n'en ait pas les moyens. Comment est-ce que, de votre expérience dans d'autres pays, ce type de projets aujourd'hui sont structurés et surtout comment est-ce qu'on les finance? La Côte d'Ivoire va inaugurer son métro dans 3 ou 4 ans là. Ouais, bon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais bien. Ils ont hérité d'un président qui a beaucoup travaillé, le vieux Houphouët-Boigny. Parce que quand je quittais, il y avait 2 ponts sur la lagune Ébrié. Au niveau du plateau, qui est le centre-ville, le pont Houphouët-Boigny, le pont de Gaulle. Mais aujourd'hui, on me dit qu'il y a à peu près 3 à 4 ponts. Le pont Bédié et le pont Abdraman Alassane Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas d'État sans dette. L'Amérique, c'est le pays le plus puissant endetté, mais il continue à se développer. Regardez, la Chine a conçu l'un des ponts les plus coûteux du monde, mais fonctionnel. Nous pouvons nous endetter parce que nous avons quelque chose pour soumettre à ces gens. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais on a besoin de se déplacer pour vivre. Il y a un thème qui dit lorsque l'architecture va, tout va. On peut dire la même chose. Lorsque l'urbanisme va, tout va. Mais le va, ça dépend dans quel sens on l'utilise. S'il va dans le sens positif, la ville devient positive. S'il va dans le sens négatif, mais aujourd'hui, notre urbanisme est purement, vous m'excusez du thème, au-delà du désordonné, ça devient invivable. Parce que Bana Sidibé avait commencé. Après, on l'a enlevé. C'était ma question. Qu'est-ce qui est devenu ce plan-là? Je ne l'ai jamais lu, mais on en parle souvent. Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que lorsqu'il avait commencé, ça devait toucher certaines personnes. Cela, on l'appelait Bana Kaskas. D'accord. Mais maintenant, les transversales, là, c'est lui qui les a tracées. Mais après 10 ans, on lui a demandé de venir. Il a été très sage. Il dit, je ne peux plus revenir parce que ce que j'ai prévu, ça ne peut plus marcher actuellement. Alors sur le bâti... on l'a mis de côté parce que ça touchait certaines personnes. Des intérêts. Voilà. La Guinée. Alors sur la question du bâti, permets-moi de poser une question sur la question du bâti. Alors en Guinée spécifiquement, c'est pas spécifique ici parce que je ne connais pas dans d'autres pays, mais un citoyen a droit à 400 mètres carrés. Ça c'est la parcelle en fait, je veux dire. Quand vous voulez acheter une parcelle, je crois que c'est 400 mètres carrés. C'est pas un peu trop dans un pays où la population croît? 500 maxi. Mais maintenant, moi, ce que je dirais, pour moi, ce n'est pas une question de parcelle. Est-ce que vous comprenez un peu? La ville ne fonctionne pas seule. La ville est occupée par des habitants. Il y a ce qu'on appelle les fonctions de la ville. Mais les fonctions de la ville sont beaucoup plus liées aux besoins de la population. Généralement, dans une ville, quand vous allez dans certains pays, c'est le logement social qui domine, ou les logements sociaux qui dominent. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Et pourtant, j'ai étudié dans un pays
qui construit plus de 1000 logements sociaux par an. C'est-à-dire, c'est des logements moyens, mais qui permettent au moins à la population de... Mais quand on parle de 400 mètres carrés, prenez le revenu du Guinéen. Une fois, j'ai discuté avec un ami, il a dit qu'il faut donner 80% des marchés de logement au privé et 20% à l'État. J'ai dit, tu as mal réfléchi. Quand tu prends le revenu du Guinéen, il y a des immeubles à Conakry, vous constatez, ça fait plus de 10 ans, il n'y a personne dedans. Parce que le revenu du Guinéen ne lui permet pas de loger. C'est à l'État de construire plus de logements. Maintenant, cette construction de logements par l'État permet d'ordonner la ville, de mettre de l'ordre dans la ville en respectant les systèmes et les besoins de la population à l'intérieur. Pourquoi j'aborde ce cas spécifique, c'est que de par l'histoire, Conakry est faite de, si vous voulez, de la jonction de plusieurs familles, bien sûr, qui avaient des domaines, etc., etc. Donc, lorsque vous prenez à partir de Kipé, par exemple, ou de Ratoma, jusqu'à de Kaporo, jusqu'à commencez par Taouya même. Jusqu'à Kabélé, etc. Vous avez quand même l'existence de plusieurs familles ou des milliers de familles, bien sûr, qui ont des maisons bâties sur 400-500 mètres carrés. Alors que le plan est en train de changer vers Koléa, par exemple, quand vous prenez Koléa tout au long jusqu'à vers l'aéroport, vous avez les achats des domaines de 300 mètres carrés qui sont bâtis en hauteur où vous avez plusieurs familles qui habitent. Est-ce que ce plan ne pouvait pas être viabilisé par là? L'État ne peut pas racheter ces différents 400-500 mètres carrés qui pour moi est trop, parce que quand vous allez à Dakar, vous savez très bien combien coûte le mètre carré à Dakar, c'est extrêmement cher, ce qui fait que les gens ne peuvent pas se permettre ce luxe. Mettre les gens en hauteur et leur permettre ainsi à Conakry, dans un quartier, de regorger plusieurs familles, au lieu que des familles soient aussi à l'aise en ayant pour eux seuls autant de surface. Bon, j'ai eu à débattre avec des amis, ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Moi, je leur ai dit, la plupart à Conakry sont des propriétaires. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ces propriétaires ne sont pas habitués à des petits espaces. Et d'autres ont des domaines, d'autres ainsi de suite, mais l'État est plus fort. Et moi, je vous donne l'exemple de Corentine, par exemple. J'ai une famille à Corentine. J'ai dit aux gens... L'ex-maire, excusez-moi de vous interrompre, de Kaloum, par exemple, avait un plan comme ça, je parle de Madame Touré. Avant de... Kaloum a été bien loti, mais seulement dans son occupation, ça posait problème. Parce que la plupart, comme l'a dit Roby, ce sont des propriétaires terriens qui existent à Kaloum. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut apporter une réponse, lorsqu'on veut bien faire, moi j'ai dit à mes collègues, j'ai dit voilà, l'État peut construire tout le premier niveau. Est-ce que vous comprenez un peu? On donne ça aux propriétaires terriens et le reste, là, on dit cela appartient à l'État. Maintenant, quel serait l'impact de cette solution? C'est pour libérer un peu l'espace afin d'avoir les autres espaces de la ville. Autrement, opter pour une structure conventionnelle. Maintenant, ça dit on part, mais il faut que ça soit des logements durables. Je vous donne un exemple. Justement. Si on va jusqu'à R+10, ça va causer problème. Mais bien sûr. J'ai une tante qui logeait pas loin de l'ancienne ambassade des États-Unis, en ville. Lorsque l'ascenseur est bloqué, le bâtiment, ça n'a plus marché. Elle est obligée de revenir à Corentine chez son père. Donc, ça me donne déjà une idée. Une fois, j'ai dit à mes collègues, nous pouvons donner une identité à la ville guinéenne. Lorsqu'on fait le R+4, lorsqu'on fait le R+4, qu'on sache que ça appartient à l'État. Mais lorsqu'on va au-delà, on sait que cela appartient au privé. Donc carrément, nous avons une lecture de la ville. On dit, ça c'est à Conakry. Parce que là-bas, tout ce qui appartient à l'État n'est pas haut, mais tout ce qui n'appartient pas à l'État dépasse. Pourquoi? Parce que le privé peut gérer son ascenseur, mais le coût revient sur le coût de loyer. Tandis que l'État, lui, loge moins dans les quartiers. Mais vous êtes dans la cour, d'accord? Derrière, c'est une belle villa, très grand espace à l'intérieur, mais derrière la villa, vous avez là, je crois, un R+7 ou un R+8. Il y a le vis-à-vis. Au beau milieu, oui, mais justement, eux n'ont plus d'intimité. Ils ne peuvent plus, si ce n'est pas la nuit, ils ne peuvent plus s'installer dans leur propre cour. Parce que derrière, c'est des immeubles de R+7, R+8. Est-ce que justement, on ne peut pas y réfléchir? Moi, j'ai une question. Oui. Conakry vit sur un espace quand même qui a beaucoup d'activités sismiques. Bien sûr.
On ne le dit pas assez, mais chaque année à Conakry, la terre tremble plusieurs fois. Même si les gens ne le ressentent pas, mais la terre tremble plusieurs fois à Conakry. Il y a des moments quand même où c'est ressenti un peu plus violemment que d'autres. Quand vous prenez des zones aujourd'hui, par exemple, allant de Kakimbo. De Kakimbo, on avait des experts ici, par exemple, qui nous montraient la faille qu'il y a à Kakimbo. Vous avez vu ce pont? Il y a une faille qui entre à Kakimbo, qui remonte dans le quartier jusque derrière l'ambassade américaine, qui va à Demoudoula pour ressortir au pont de Kaporo. Ils nous ont expliqué, par exemple, quand le jour où il y aura une activité sismique extrêmement dense, cette partie, il y a même des chances que ça se décolle même du continent. Il y a des zones comme ça dans la ville de Conakry. Quand vous prenez la fameuse colline de Kobaya, vous vous souvenez de ce que cette colline était il y a 5 ans. Aujourd'hui, même sur le versant, parce qu'il y avait une carrière là-bas avant. Aujourd'hui, les gens ont construit jusqu'en contrebas. Alors, lorsque vous regardez tout ça, vous regardez la zone de Kakimbo, où maintenant les gens commencent aussi à entamer le flanc de la montagne. Qu'est-ce que vous, les spécialistes, vous recommandez à l'État, puisque des activités quand même humaines, avec une forte densité, mais surtout les forages également qui arrivent de la même manière aujourd'hui, qui entament carrément la stabilité de la ville, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'État sur la gestion de ce problème? Parce qu'on a tous peur que dans quelques décennies, qu'il y ait une catastrophe que l'État ne soit pas en mesure de gérer. Ok, bon, en matière d'urbanisation, il y a des secteurs. Mais généralement, on ne fait pas l'urbanisation sans faire une analyse urbaine. Jusqu'à ce qu'on fasse ressortir les plans d'occupation au sol. C'est-à-dire ces plans d'occupation au sol sont liés à une étude du sol. C'est elle qui nous permet de dire, dans telle zone, il faut aller à R+4, dans telle zone, il faut aller à telle. Voilà. Maintenant, comment on appelle, en dehors de ça, parce que le plan d'occupation au sol, il ne se fait pas par hasard. C'est une étude géologique du sol qui nous permet de dire que cette zone-là, voilà. Maintenant, ce que tu as parlé de, ce que vous venez de dire par rapport à cette anarchie, c'est parce que le plan d'occupation au sol des zones ne sont pas... Tout ça s'englobe dans ce qu'on appelle l'urbanisation anarchique. Parce que quand c'est bien urbanisé, c'est bien analysé, c'est bien structuré, je pense que dans le plan d'occupation au sol ou le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme qu'on appelle le PDO, il y a des directives, il y a des orientations qui nous permettent de dire que telle zone, voilà. Maintenant, en matière de ce que vous venez de dire, des occupations anarchiques, il y a des différents types de secteurs. Maintenant, c'est l'analyse qui nous permet de dire cette zone-là, elle est à urbaniser, cette zone-là, elle est non urbanisable, cette zone, elle est une zone à urbanisation future. Mais ce que nous constatons, quels que soient les types, les gens occupent. Par exemple, voyez, je vous donne un exemple, Fossidère, à Lambaye. Quand vous regardez, les gens oublient que la ville peut avoir une agriculture urbaine. L'agriculture urbaine existe, les cultures maraîchères existent. Mais quand vous allez à Lambaye, Fossidère, imaginez ça, c'est des marais qu'on appelle mérès en Souzou. C'est des zones non constructibles parce qu'en bas, le sol n'est pas bon. Regardez, quand il pleut, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des inondations. Mais bien sûr. Donc, cette submersion crée déjà un problème. En dehors de ça... Mais là-bas, c'est rempli de remblais. Non, je sais. Mais le remblai ne peut pas tenir. Ils ont commencé à la manie. Est-ce que vous savez qu'il y a des immeubles là-bas? Mais ceci, comme on dit, ils ont prêché dans le vent. Parce que, tôt ou tard, le bâtiment va s'affaisser. Et quand le bâtiment s'affaisse, ils auront des difficultés. Parce que normalement, en matière d'urbanisme, c'est une planification, mais suite à une analyse. Cette analyse tient compte de tous les facteurs ou secteurs de la ville. Quand on te dit, Fossidère, c'est un marais, ou bien on ne peut pas construire là-dessus. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Ces gens ne construisent pas d'eux-mêmes. Le permis de construire sert à quoi? Normalement, si on te donne un permis de construire, c'est que l'État t'autorise à construire. Normalement, si on te présente cette zone, si vous avez bien analysé, vous devez dire à la personne, stop, cette zone, elle est non urbanisable ou constructible. Mais si vous l'octroyez le permis, c'est que vous l'autorisez à occuper. Et il y a un problème aujourd'hui. Prenez nos forêts. Les forêts aujourd'hui ont tendance à disparaître, bien sûr. La forêt de Kakimbo, quand je viens d'arriver, c'était bien. Même en tas ici, quand vous sortez, c'était. Mais aujourd'hui, il y a une agression. Voilà. Maintenant, c'est pour dire que quand on va plus loin. Pire d'ailleurs, les lacs. J'attire votre attention sur le lac de Somphonia. On a parlé. Regardez. Le lac de Taouya.
Non, lac de Taouya, ça c'est mort. Mais ça va. On va Petit lac, ce qu'on appelle un petit lac, c'était un vrai lac là-bas avant. Mais il y a pire. Non, mais il y a pire. Je voudrais poser deux petites tu me questions. permets. Il y avait un des poumons de Conakry. On a que 5 minutes. Ici, entre Bessia, entre Mara, tu Dabondi. permets deux petites questions. Je veux juste attirer l'attention sur ça. Ici, là, on a construit le grand marché de Conakry. Puisque vous êtes arrivé déjà en 87, vous vous souvenez que là-bas, il y avait un véritable lac. Non, il y avait. On pêchait là-bas et tout. Alors, Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la disparition ou l'urbanisation de telles zones? bon, en matière, vous voyez, on dit toutes les eaux vont à la mer. Et on ne barre pas le chemin à l'eau. Lorsqu'on barre le chemin à l'eau s'évangera tôt ou tard. Parce que quand vous regardez bien Conakry, je disais, il y avait des bras de mer qui permettaient à l'eau de mer, en termes terre à terre, de respirer. Mais si on bloque la respiration de l'eau séchera le chemin. Ben, si on va plus loin, on s'est dit qu'il a fallu que Dieu repousse la terre pour avoir... Dieu repousse l'eau pour avoir la terre. La terre ne domine pas de l'eau. Donc bien. Si on occupe, si la terre se fâche, on aura des conséquences un jour. Benoît Curtis, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules, il est architecte et urbaniste. Oui, je voudrais poser deux petites questions. C'est votre regard sur ce qui se passe dans ce que l'État appelle aujourd'hui le Grand Conakry, du Breka Koya. Qu'est-ce que vous préconiserez pour éviter que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Conakry n'atteigne, n'est-ce pas, cette zone? L'autre question, c'est par rapport à l'accès aux fonciers. Je crois qu'il y a eu modification, révision de loi. Désormais, les propriétaires, comme vous les appelez, sont eux qui vendent. Est-ce qu'on gagnerait plus à mieux urbaniser nos villes lorsque l'État en devient le propriétaire terrien, donc devient le propriétaire terrien, ou alors il y a toujours possibilité de le faire avec le système actuel, les coutumiers qui agissent, mais avec les plans proposés par l'État? Bon. Dans quoi on gagne mieux? On gagne mieux si c'est l'État. Parce que regardez, lorsque le coutumier fait un lotissement, c'est comme si en Guinée nous sommes éternels. C'est-à-dire, lorsqu'il fait son lotissement, le cimetière n'existe pas. Voyez le cimetière de Cameroun. Hein? Aujourd'hui, faites un constat aujourd'hui. La plupart des vieux qui meurent à Conakry, ils vous disent amenez-moi au village. La tombe est une histoire. Lorsqu'on te met au cimetière Cameroun, après quelque temps, on ne te voit plus. Ouais. Donc, si le coutumier lui-même il fait son lotissement, il ne va pas penser aux besoins de la ville. Il va penser à avoir plus de parcelles pour avoir beaucoup plus d'argent. Donc, cela veut dire que quelque part, tout ce qui accompagne le logement ne va pas exister. Maintenant, en matière de... je vais prendre l'exemple sur le Caire. Bientôt, le Caire sera une mégapole. Ils vont atteindre... Aujourd'hui, ils sont 18 millions d'habitants. Ils vont arriver à 20 millions d'habitants bientôt. Ils sont en train de faire le nouveau Caire. Mais faire une nouvelle ville sans tenir compte de l'ancienne, c'est un échec. Mais eux, je pense qu'ils ont tenu compte de l'ancien pour faire le nouveau. Cela veut dire quoi? Résoudre ce qui n'a pas marché dans l'ancien et le mettre dans le nouveau. Par contre, chez nous, le constat, il est quoi aujourd'hui? On dit vision 2040, mais avant que 2040 n'arrive, d'ici 2030-25, toutes ces zones prévues est déjà occupée. Suite à quoi? Au lotissement fait par les coutumiers. Le coutumier s'en fout parce que la ville est une continuité. Il n'y a pas de discontinuité dans la ville. Bien. Par exemple, le réseau, un réseau, le problème d'électricité. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est pas seulement les centrales, c'est le désordre urbain. Bien. L'anarchie, les taudis qu'on rencontre. Comment l'électricité peut circuler? Ça ne marche pas. Bien. Allez-y, Tamba, dernière question. Très bien. Rapidement, cette question. C'est un grand débat aujourd'hui en France, la question de la mixité sociale, faire face à la question de la sécurité. Nous avons quand même, je pense que nous sommes à ce niveau en Guinée. Comment régler, par exemple, la question sur l'axe? On a l'impression que c'est un axe qui est tout seul, toujours très chaud. Alors qu'à côté, il y a l'autoroute Fidel Castro, où les gens sont plutôt en sécurité, où il y a les assurances. À contrario, de l'autre côté, il n'y en a pas. Comment, par l'urbanisme, peut-on régler cette question-là? Et puis, bon, on en a d'autres de questions, mais est-ce qu'il faut aller à une nouvelle ville aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut aller à des états généraux de l'urbanisme en Guinée aujourd'hui? Mais commençons avec la première. Moi, je dis toujours... Je suis passé par là avant
d'arriver. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que la première fois que je suis venu sur l'autoroute, il y avait l'embouteillage. De l'autre côté, il n'y a pratiquement personne. L'État doit se poser la question. Pourquoi c'est vide? Pourquoi c'est comme ça? Il y a plusieurs réponses, mais en matière d'urbanisme, on peut résoudre cela. Vous voyez, lorsqu'il y a des taudis, il y a toujours des problèmes. Je parle du problème de l'électricité aujourd'hui. C'est partout. Le désordre que nous avons dans le bâti. On n'a pas d'espace. Les bâtiments sont collés les uns par rapport aux autres. Lorsque vous prenez certains quartiers, ce n'est pas des tunnels que vous rentrez chez quelqu'un, chez d'autres personnes. Donc le courant électrique va de part et d'autre. Il n'y a pas de contrôle dans la gestion de l'électricité. Maintenant, ces jeunes de l'Axe, il faut revoir la structure de leur quartier et redonner les équipements dont les quartiers ont besoin. Parce que quand vous constatez à Conakry, il n'y a pratiquement pas d'équipement public, à part les ministères. Les équipements publics sont nombreux. Les salles de sport, les salles de jeu, les terrains, les trucs, tout, les bibliothèques de quartier. Il faut d'abord les occuper. Lorsqu'ils sont occupés et ils voient qu'ils vivent dans un milieu décent, je pense que la descente va cesser. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, dernière question, Roby. Dernière question, Roby. Allez-y. L'habitat de l'organiser. Mais en tant qu'enseignant, je dirais que il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. Alors, voilà. Consulter à l'habitat. Est-ce que vous êtes consulté parfois, vous en tant qu'urbaniste? Allez, dernière question. Oui, parce que quand tu mets un général là, j'imagine qu'après, il faut réfléchir avec ces gens. Alors moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis un certain temps. Oui. Depuis l'explosion des cuves ou des bassines de Kaloum, ça a quand même été une explosion violente. Et vu l'histoire du sous-sol de Kaloum, est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité pour l'État de revoir un peu les structures des immeubles? Je veux dire, je veux parler des soubassements ou des fondations, c'est ça? Les fondations, parce que le séisme, le secousse a été extrêmement violent. Est-ce que vous pensez qu'il y a la nécessité de revoir ça le plus rapidement possible? Bien sûr, ou même les maisons taudies. C'est ce que permettez-moi l'expression. Non, c'est pas... Excusez-moi, mais... Qu'est-ce qu'on dit? C'est le nom. Moi, j'ai l'habitude d'appeler le chien par son nom. Si c'est des taudis, c'est des taudis. Mais c'est que l'État doit pouvoir agir. Je vous donne un exemple. Les routes qu'on est en train de réhabiliter, de restaurer là, ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'agir. Mettre les spécialistes, ceux qui connaissent, parce que l'urbanisation, ce n'est pas une seule personne. Il y a l'architecte, il y a les sociologues, il y a les environnementalistes, il y a tout cet élément. C'est-à-dire c'est de l'urbanisme opérationnel qu'il faut faire, prévoir, restaurer, résoudre les problèmes des populations à partir de l'organisation de la ville. Parce que quand on parle de démographie, dans toutes les tranches d'âge, nous devons avoir l'espace dans nos villes. L'ami le sait bien, comme il a beaucoup fréquenté l'autre côté. Quand vous allez, chacun a son espace. Mais quand on n'a pas d'espace là où nous vivons, c'est la même situation que nous rencontrons sur l'Axe. Bien. Monsieur Curtis, c'est notre invité ce matin. On vous donne cette possibilité. On va vous donner 3 photos et vous allez poser des questions aux anciens ministres. L'homme de nuit. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Question à une personnalité, notre invité ce matin dans notre émission, Benoît Curtis. Mon cher Benoît, beaucoup de ministres se sont succédés à la tête du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Première question, si vous avez une question à poser à Ibrahima Kourouma, il était ministre donc de Alpha Condé. Quelle question poserez-vous à Ibrahima Kourouma? Bon, moi je dirais au ministre, comment faciliter la mobilité de la ville de Conakry en intervenant sur son système d'hier. Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo. Bon, et là aussi une question? Oui, une question évidemment, à une personnalité. Je lui dirais... Bon, il est plus ministre, même bien sûr. S'il était, la seule personne dont je crains un peu, c'est l'Éternel. Bon, je dirais, à ce niveau, c'est... comment rendre la population de Conakry heureuse en réorganisant son bâti? Alors, moi, je vous amène à un ministre qui est actuel, présent, Mori Condé. Vous l'aviez en face de vous, vous l'interpelleriez sur quoi? Je dirais à l'actuel ministre de revoir un peu ses cadres. Parce qu'à l'intérieur, il y a peu de spécialistes. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Heureusement, j'ai quelques anciens étudiants
qui occupent certains postes aujourd'hui au ministère, mais il faut mettre des gens à la place qu'il faut. Bien. Parce que quand vous regardez bien, on avait plus d'agronomes, d'ingénieurs génie rural au ministère de l'urbanisme et de l'habitat, et la ville n'est pas un champ de riz. Bien. Alors justement, Allez-y, Roby. Ça c'est bien dit. La ville n'est pas un champ de riz. Non, non, Tamba, s'il te plaît. Non, mais c'est Allez-y, beau en Roby. plus. Question. C'est vrai et beau. Oui, mais Tamba, attends. Mais il faut le dire. Oui, c'est beau. C'est bon. Mais dis que c'est vrai et beau. C'est bon et bon. Voilà, c'est bon. Allez-y, Tamba. Allez-y, Roby. La question, moi je veux vous poser. Non, la question A. Je veux que vous la posiez à un groupe de personnes que j'appelle les grands anarchistes. Ce sont les chefs de quartier. Les différents chefs de quartier. Si vous avez une question à leur poser, ces gens-là, ces vendeurs de terrain anarchistes. Non, Parle dans le micro, Roby. ouais, mais ce que moi je veux dire, C'est les anarchistes. Roby, je vais revenir vers toi. Vous savez un peu, on n'a pas de quelque chose au début. Le permis de construire. Ouais, bien dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il peut vendre, mais c'est la mairie Bien. qui délivre le permis. Mais Bien. ils ont le droit de vendre déjà. Non, Allez, voilà. Ibrahim. supposons, s'il arrive dans Monsieur son quartier, Curtis, on est pris par le temps, malheureusement. L'anarchie commence par là. mais le permis, par exemple, si l'État refuse, parce que l'État doit avoir la même mise Bien. si ce qu'ils Mais font. lui aussi, il a L'actuel- refusé normalement. Non, par exemple, Ça si, commence toujours par là. regardez, je vous donne le. C'est un le- bon début que de non, refuser je vous donne le au quartier. Je vous donne une idée, le quartier Kamaen. Vous avez tendance à comprendre aujourd'hui, quand vous regardez, dans 5 ans, la population locale, ça C'est sera- terminé. Voilà. Bien. Dernière question à un ministre en fonction. Ibrahim Khalil Condé. Vraiment Khalil Condé. Ouais. m'a aidé. Oui. Non, Il était là-bas. Ancien ministre de l'Habitat. Voilà. non, moi je dirais, lorsque, bon, c'est-à-dire que, comment nous n'avons pas pu organiser, restructurer nos villes de telle sorte que nous puissions assurer la sécurité et le bien-être de la population guinéenne. Parce que quand vous regardez, l'anarchie d'une ville implique l'anarchie du mode de vie de ses populations. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Non, c'est pas un champ de riz. Monsieur Curtis, voilà, il faut le rappeler, hein, architecte et urbaniste à la fois. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Émission à 1000 à l'heure, hein, sincèrement. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme note à notre invité ce matin? Vous avez 1 minute avant Aïssatou Sané. Après Aïssatou Sané, allez ma grande Sané, les auditeurs ont été très nombreux ce matin à réagir sur nos différentes plateformes. Pardon. Alors, Mara a pris 5 murs, Roby 4, Daouda Mohamed 7 murs. Et il y a également les sondages. Nous avons Jacques Lewa qui a pris 15%, Mohamed Mara 31,6%, Roby 26%, Mohamed Ali 26% également. Et sur Twitter, c'est 100% pour Daouda Mohamed Kamara. Ça m'étonne pas. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Voilà, terminé ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous, hein, à l'international. Grand merci à tous nos techniciens. Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio. À la régie, grand merci à l'homme de nuit et tout son staff. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Sinon, ce soir, je vous retrouve à 19h. À demain. Au revoir.